L'homme et son évolution possible de Piotr Demanovitch Ouspensky, partie 4, quatrième conférence. Ce livre constitue en fait un recueil de 5 conférences plus une conférence additionnelle que Ouspensky avait donné à un cercle restreint, notamment constitué de ses élèves, conférences dans lesquelles il donnait l'ossature, un condensé des bases fondamentales de l'enseignement de Georges Ivanovitch Gurdjieff, qu'on appelle la quatrième voie. Donc les idées qui sont présentées par Ouspensky dans ce livre sont les idées de M. Gurdjieff. C'est lui qui a fait connaître la quatrième voie de manière importante au monde entier. Après avoir étudié dans les premières vidéos, les premières conférences d'Ouspensky, à savoir ce qu'était la véritable psychologie, qu'elle s'occupait du développement de l'être humain, que le développement de l'être humain consistait dans le développement de sa conscience dont il existe des degrés. Nous avons abordé la notion d'école, de centre magnétique, de machine. Je ferai, quoi qu'il en soit, un résumé des vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues ou si vous avez besoin d'un rappel. Dans le cas contraire, vous pourrez toujours passer au chapitre suivant. Donc, nous allons aborder dans cette quatrième vidéo une étude plus approfondie de la notion de centre, avec un détour via le centre émotionnel et un approfondissement du centre émotionnel et de la notion d'émotion négative ou de souffrance, et pour finir par l'enjeu crucial de ce qu'on appelle le rappel de soi. Bonjour à toutes et à tous. J'introduis ces vidéos par un résumé des idées les plus importantes des vidéos précédentes, notamment les idées qui sont importantes pour une compréhension de cette vidéo qui va suivre. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, eh bien vous avez la possibilité d'aller les visionner. Je vous renvoie vers la première vidéo sur la première conférence et puis vers la deuxième vidéo sur la deuxième conférence qui approfondit déjà de mémoire la notion des centres, le fonctionnement de l'être humain, la troisième conférence sur le centre magnétique, les écoles, les lignes de travail d'une école. Mais on va résumer tout ça ensemble. Un point important à savoir, c'est que la conscience n'est pas uniforme. Elle n'est pas pour tout le monde pareille. Nous n'avons pas tous la même conscience, le même degré de conscience. Et elle n'est pas pareille selon les moments de notre vie, selon les instants de notre journée. Elle connaît en réalité 4 grands états. Donc, 4 états de conscience qui nous éloignent ou nous rapprochent d'un contact réel avec la réalité, avec la vérité. Nous connaissons simplement 2 états de conscience, l'état de conscience du sommeil, la nuit, quand nous dormons normalement, et la conscience de veille, qu'on appelle aussi conscience relative, dans laquelle nous avons l'impression d'être réveillés et d'être en contact avec la réalité, alors que c'est un état qui est très proche du sommeil, peuplé lui aussi de rêveries, de fantasmes, d'illusions, à travers ce qu'on appelle des interprétations, des représentations sur la réalité, des projections, des attentes. Tout cela fonctionne parce que nous sommes dans un état qui est proche du sommeil, tout en croyant être éveillés. 2 états de conscience supérieurs auxquels nous n'avons pas accès, ou alors des brefs lueurs de la conscience de soi. Je mets rappel de soi avec une majuscule parce que Ouspensky distingue la conscience de soi du rappel de soi. Moi, je distingue le rappel de soi avec des minuscules du rappel de soi avec des majuscules. Mais on parle de la même chose. Lorsque je mets des majuscules au mot rappel de soi, je parle de la conscience de soi d'Ouspensky. Lorsque je mets des minuscules, je parle de ce qu'il appelle lui aussi rappel de soi. Donc des moments de conscience de soi, on va reprendre les termes d'Ouspensky, des brefs lueurs selon les situations de la vie, soit des chocs qui nous réveillent, soit des moments de calme dans lesquels nous éprouvons nous-mêmes d'une autre manière et nous percevons le monde d'une autre manière. Et la conscience dite objective. La conscience objective nous met en contact total avec la réalité, dans une perception directe
qui n'appelle aucune interprétation, aucun filtre, aucune projection, aucune illusion. Dans le rappel de soi, nous avons une connaissance objective de nous-mêmes, mais pas forcément de la réalité extérieure. Bien que, ayant une totale connaissance et une conscience de nous-mêmes, nous pouvons observer ce qui en nous appartient aux attentes, aux interprétations, aux réactions. Donc nous nous rapprochons déjà beaucoup d'un contact avec la réalité, qui n'est total qu'avec l'état de conscience de soi. La conscience objective ne s'obtient réellement que par une maîtrise de cet état de conscience de soi, qui se produit grâce à des tentatives de rappel de soi. Nous sommes également constitués de centres et de fonctions. Les centres appartiennent à une partie réelle de nous-mêmes qu'on appelle l'essence, la seule partie réelle de nous-mêmes. Les fonctions appartiennent à une partie construite, une forme de construction mentale qui n'a rien de réel mais qui est utile en raison de toutes ces fonctions qu'elle peut mettre à notre disposition. C'est ce qu'on appelle la personnalité. La fonction intellectuelle, la fonction émotionnelle, la fonction motrice et la fonction instinctive. En réalité, la fonction instinctive est en dessous de la fonction motrice. Elle est plus inconsciente. Mais on les regroupe en général et on parle de centres ou de fonctions instinctivo-motrices. Voilà toutes les fonctions de la fonction intellectuelle: perception des impressions, formation de représentations et de concepts, raisonnement, comparaison, affirmation, négation, formation des mots, parole, imagination. La fonction du centre émotionnel, c'est ce qu'on appelle le sentiment et l'émotion. Et dans cet enseignement, on distingue le sentiment de l'émotion et ça n'est pas la même définition que la psychologie ordinaire, puisque la psychologie ordinaire ne connaît quasiment que les émotions positives et négatives et des émotions durables qui s'installent, qu'on appelle sentiments. Le sentiment est d'un autre ordre. Ensuite, la fonction motrice concerne tout le travail externe de l'organisme, le mouvement, tout ce qui est mouvement, ou presque tout ce qui est mouvement, et les mémoires physiques qui s'engramment dans le corps, qui se déposent et laissent une trace. C'est pourquoi on parle d'engrammes aujourd'hui, qui appartiennent au corps, en tout cas à la fonction motrice. Et l'instinct, qui concerne tout le travail interne de l'organisme, la digestion, la division cellulaire, la circulation du sang, l'échange d'oxygène, le rythme cardiaque, tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, qui n'est pas conscient. Et un bémol pour la respiration. Elle est à la fois, elle est semi-instinctive, semi-motrice. Mais elle est gérée par l'instinct normalement. Les sens ou sensations neutres, je prends une tasse et je la soupèse pour sentir son poids, c'est neutre. Et les émotions physiques qui sont toutes les sensations agréables ou désagréables. Je touche la tasse, je me brûle. Je bois un café, j'aime l'arôme, j'aime l'odeur, des sensations agréables. Et puis les réflexes. Donc là, certains mouvements rentrent dans cette catégorie. Par exemple, je mets la main sur le feu, je ne me rends pas compte et j'ai le réflexe d'enlever ma main. Mais la plupart des mouvements qu'on appelle réflexes ne sont que des mouvements du centre moteur. Ils ont été acquis. Le réflexe, c'est ce qui est inné. Si on me lance une balle et que ma main l'attrape spontanément, ça n'est pas un réflexe. C'est un mouvement du centre intellectuel, dans le centre moteur. Parce que chaque centre est composé en lui-même, de manière fractale, des trois parties, instinctivo, motrice, émotionnelle, intellectuelle. Donc le corps a une intelligence. Et c'est l'intelligence du corps qui nous permet de faire certains mouvements extrêmement rapides, qu'on appelle réflexes, mais qui ne sont pas des réflexes. Les réflexes viennent de l'instinct et ils sont innés. On parle de l'instinct maternel, en général, c'est appris. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'affection maternelle va être difficilement capable de reproduire. Donc ce n'est pas une question d'instinct. Chez les animaux, par exemple, une poule qui est née suite à la couvaison par une autre poule sera en mesure de couver elle-même des œufs. Une poule qui est née en couveuse, de manière artificielle, sera incapable de couver. Ça n'est pas instinctif, ça n'est pas inné. Un point qui est vraiment très important, c'est que ces fonctions fonctionnent en nous, souvent de manière très mécanique, mais elles fonctionnent aussi bien dans l'état de sommeil que dans l'état de veille ou que dans l'état de conscience de soi ou de rappel de soi avec une majuscule.
C'est-à-dire que tout le travail du centre moteur, du centre instinctif, du sentiment, de l'émotion et même le centre intellectuel fonctionne aussi bien dans le sommeil que dans l'état de veille, que dans le rappel de soi, mais il fonctionne différemment. Un exemple clair, dans le sommeil, la capacité de représenter se manifeste sous la forme du rêve. L'imagination se manifeste sous la forme d'un rêve. Je crée un univers et je suis complètement identifié. Je vis dans cet univers et je suis coupé de la réalité. Quelqu'un peut entrer dans ma chambre, prendre un objet, partir. S'il ne fait pas de bruit, je peux n'en avoir aucune conscience. Peut-être que certaines sonorités, certaines choses vont être perçues de manière très diffuse, mais elles vont s'intégrer à mon rêve et je vais rêver. Je vais construire tout un scénario autour de ce son que j'ai entendu. Ça arrive à beaucoup de personnes d'être en contact avec un son extérieur dans son sommeil, et plutôt que de réaliser qu'il s'agit d'un son et de savoir de quoi il s'agit, on greffe toute une histoire complètement imaginaire autour. Eh bien, dans l'état de veille ordinaire, l'imagination se manifeste de manière à peu près similaire, sauf que nous avons l'impression d'avoir un contact avec le monde extérieur. Quelqu'un rentre dans la pièce, je le vois, mais des filtres s'interposent entre la réalité et moi-même. Je vais interpréter, je vais prendre les choses personnellement, je vais dire pourquoi elle rentre dans la chambre alors que j'y suis en train de dormir. Tout un tas de concepts, de représentations, d'imagination. Ce sont les représentations des stoïciens. Nous croyons être en contact avec le monde extérieur alors que nous sommes aux prises avec notre imagination sans même nous en rendre compte. Lorsque je dors, je peux avoir des spasmes, des mouvements physiques, je me tourne, je parle, je donne des coups. Le centre moteur se manifeste aussi dans le sommeil. Et ça, c'est un point extrêmement important, parce que si je comprends ça, je comprends que dans l'état de conscience de soi, ces mêmes fonctions qui me posent problème et qui produisent tout un tas de souffrances, d'interprétations, d'illusions, ne se manifestent pas pareil. Elles ont un plus grand caractère de réalité. Donc ça, c'est la clé fondamentale. Si je comprends ça, je sais que mes mécanismes ici en état de veille ordinaire se reproduisent encore et encore et encore et que je ne peux rien y faire parfois. Ici, je n'ai pas besoin de lutter contre mes mécanismes. Ces mécanismes sont le fruit d'un dysfonctionnement de toutes ces fonctions. Ici, dans l'état de rappel de soi, mes fonctions ne dysfonctionnent plus. Elles fonctionnent harmonieusement. Je suis déjà libéré totalement de mes schémas. Je ne les ai pas réglés. Simplement, j'ai un état de conscience qui ne permet pas la manifestation de ces schémas habituels. J'en ai fini avec le résumé. Ce sont des points fondamentaux. C'est vraiment un point important de la quatrième voie. Si on comprend ça, on comprend dans quelle direction nous devons travailler. Acquérir la conscience de soi qui nous échappe constamment. Et il existe des outils pour ça, et c'est ce que nous allons voir à la fin de cette conférence. Et c'est ce que nous allons voir à la fin de cette vidéo. Donc nous allons aborder sa quatrième conférence qui commence par un examen plus approfondi et plus détaillé des différents centres qui nous constituent. À savoir que le centre appartient à l'essence, et l'essence, c'est ce que nous sommes en essence. La personnalité a été construite par le fruit de l'interaction avec le monde extérieur, en réaction au monde extérieur, à ses exigences, à ses attentes, à ses problématiques, à une certaine harmonie dans mon environnement familial ou une disharmonie. La problématique, nous avait-il dit, et je suis en total accord, c'est que la personnalité domine l'essence, alors que ça devrait être l'essence qui domine la personnalité. La personnalité domine l'essence au sens réel d'une domination, elle réprime l'essence et elle fonctionne selon son propre chef, alors que la personnalité devrait être maîtresse de l'essence, insuffler sa direction, ses idées à la personnalité qui, elle, appliquerait dans le monde manifesté les impulsions émanées de mon essence. Donc le problème n'est pas la personnalité, le problème c'est qu'elle n'est pas à sa place. Elle doit revenir à sa place et l'essence ne s'est pas développée. En raison des conditions de vie, l'essence se réprime de plus en plus, s'anesthésie et à un certain âge, autour de 10 ans, peut-être plus tôt aujourd'hui, l'essence s'endort et elle cesse son développement. Donc la personnalité est beaucoup plus développée que l'essence et l'essence ne peut pas imposer sa volonté, sa direction à la personnalité. Elle a besoin d'un développement qui est concomitant au développement de ma conscience.
Il propose un diagramme sous forme d'un rectangle que je vais matérialiser plutôt comme ceci. Puisqu'il le dit lui-même, sa représentation en carré représente l'être humain vu de profil. Donc voilà comment se localise schématiquement, et il le dit lui-même, c'est une vision schématique des centres. Voilà la position relative des centres. Relative parce qu'en réalité, les centres, chaque centre occupe la totalité du corps humain. Il imprègne tout le corps humain. Simplement, chaque centre a une sorte de centre de gravité, comme un QG. Donc le centre intellectuel a un centre de gravité dans la tête, le centre émotionnel au centre de la poitrine, le centre instinctivo-moteur au niveau des lombaires et dans le bas de la colonne vertébrale, dans la moelle épinière. Il explique que pour lui, l'anatomie est incomplète. Il ne peut pas encore vérifier scientifiquement l'existence de ces centres et leurs propriétés. Comme les centres sont invisibles pour nous, nous ne pouvons pas étudier directement les centres, nous ne pouvons alors étudier que leurs manifestations, c'est-à-dire les fonctions associées au centre. Parce que ces fonctions, nous pouvons les observer. Si on ne peut pas observer un fait en lui-même, il faut observer ses résultats ou ses traces, donc on pourrait dire ses manifestations. Donc il existe des points communs entre les centres, mais il existe aussi des différences, des caractéristiques particulières à chaque centre, notamment la vitesse. Avant de parler de la vitesse, ce qui est important de se souvenir de ce qu'on a dit dans les premières vidéos, c'est que la nature a prévu qu'en cas de défaillance d'un centre, qui serait fatal pour l'organisme humain, pour la machine, un centre peut prendre pour la survie de l'organisme la place d'un autre. Il peut, à la place d'un autre centre, exercer les fonctions. Le centre instinctif peut exercer les fonctions du centre intellectuel. Le centre intellectuel peut diriger le corps et son mouvement, etc. C'est une nécessité pour la survie, et puis pour un apprentissage de compétences, c'est important que de ne pas apprendre que par reproduction et imitation, mais de pouvoir acquérir des compétences via le centre intellectuel et donner ces compétences au centre moteur. Donc c'est un point important qui est devenu non pas une exception en cas de survie ou d'urgence, mais une règle générale. Les centres fonctionnent mal. Ils fonctionnent les uns à la place des autres, dans une cacophonie intérieure où chacun va faire ce qui est dévolu à l'autre, alors qu'il n'a pas vraiment les compétences et la matière pour le faire. D'autant plus, il ne le dit pas, mais les centres fonctionnent avec différents types d'énergie, une énergie plus ou moins raffinée selon les centres. Donc travailler à la place d'un autre avec une énergie qui est plus grossière ou trop subtile, ça crée des dysfonctionnements. Donc un point important qui est normal et qui est dans le fonctionnel au niveau des centres, c'est la vitesse des centres. Chaque centre a sa propre vitesse. Et certains centres sont beaucoup plus rapides que d'autres. Le centre le plus lent est le centre intellectuel. Juste après vient le centre instinctif et le centre moteur, qui ont quasiment la même vitesse. Ils viennent juste après le centre intellectuel, mais ils sont déjà énormément plus rapides que le centre intellectuel. Le centre le plus rapide, parmi ces trois centres, c'est le centre émotionnel. Le problème, c'est que dans l'état de sommeil dans lequel nous nous trouvons, la conscience de veille, la conscience relative, une sorte d'état d'hypnose, le centre émotionnel ne fonctionne pas, ou alors très rarement, à sa vitesse normale. Il fonctionne au ralenti, ce qui le conduit à fonctionner à une vitesse proche de celle des centres moteurs et instinctifs. Ici, je vais faire un détour par une expérience qui a été faite il y a de nombreuses années, dans laquelle certaines personnes étaient soumises à des images. Et les opérateurs qui menaient l'expérience devaient vérifier la réaction sur le visage des personnes aux images proposées. Et on proposait justement à ces personnes un visage. Le visage était neutre, ni souriant, ni triste, ni en colère. Un visage neutre et détendu. Sauf que des images qu'on pourrait qualifier de subliminales étaient intercalées juste avant les images neutres,
mais à une vitesse tellement rapide que le centre intellectuel, justement, le conscient ne pouvait pas les voir. Les personnes ne voyaient pas ces images. Elles restaient une fraction de seconde et donc elles n'avaient pas le temps de les apercevoir. Et donc ces images, que je qualifie de subliminales, en tout cas qui étaient extrêmement rapides, étaient constituées de visages soit souriants, soit tristes. La durée étant si infime que la personne ne pouvait pas avoir conscience de ce visage. Pourtant, sa réaction dépendait clairement du premier visage qu'elle n'avait pas pu voir, que sa conscience n'avait pas pu identifier à cause, on ne le dit pas forcément comme ça dans l'expérience, mais à cause de la vitesse beaucoup plus lente du centre intellectuel. Or, le centre émotionnel, qui est énormément plus rapide que le centre intellectuel, avait eu le temps de capter l'image et de capter l'émotion. S'il avait été proposé de manière rapide et inconsciente un visage souriant, lorsque la personne voyait le visage neutre, elle souriait. Lorsqu'il lui avait été présenté, sans qu'elle le sache, un visage triste, la personne montrait des signes de tristesse ou d'empathie, de compassion, si on peut le dire ainsi. Le centre émotionnel est à l'affût des émotions des autres. Nous avons besoin d'entrer en relation et nous avons besoin d'identifier extrêmement rapidement l'état intérieur de la personne que nous avons en face. Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est irritée? Il fonctionne tellement rapidement que nous n'avons pas le temps de savoir et on parle alors d'intuition. Ce n'est pas la véritable intuition, c'est le fonctionnement normal du centre émotionnel. Notre besoin d'appartenance est tellement fort que notre centre a besoin de saisir instantanément l'état d'humeur dans lequel se trouve la personne ou les personnes en face de nous. C'est peut-être ce qui explique cette vitesse supérieure du centre émotionnel. Ça, c'est mon interprétation. Il y a peut-être d'autres raisons. Il y a sûrement d'autres raisons qui sont liées au centre supérieur, mais on en parlera plus tard. Alors cette différence de vitesse, nous ne pouvons pas, par l'observation, la chiffrer. C'est beaucoup trop rapide pour nous. Ce ne sont pas des mesures de temps que nous pouvons appréhender. En revanche, nous pouvons observer la manifestation de cette grande différence de vitesse. Par exemple, dans l'expérience précédente, mais aussi dans d'autres expériences. Je reprends l'exemple, quelqu'un me lance un objet, une balle, je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas prévenu, mais je la rattrape instantanément. C'est le centre moteur qui a été beaucoup plus rapide et qui a vu la balle arriver, qui a su quelle réponse il fallait donner et qui a donné la réponse avant que la balle nous percute. Sauf si nous sommes vraiment trop pris dans nos pensées, auquel cas nous sommes trop coupés de la réalité et nous avons moins de temps de réaction. Et ça s'explique pourquoi le centre moteur, par exemple, dans cet exemple, peut faire aussi rapidement quelque chose. C'est relatif. Ça a l'air rapide pour nous, mais ça ne l'est pas pour lui. Et je fais le lien avec la vidéo précédente, en tout cas la conférence précédente d'Ouspensky, lorsqu'il disait que le centre intellectuel tentait parfois de faire ce qui ne lui revenait pas, c'est-à-dire de s'occuper des affaires des autres. Et tous les centres le font. Là, on va se centrer sur le centre intellectuel, mais tous les centres tentent de fonctionner à la place des autres. C'était l'exemple de la maison dans laquelle le maître est absent, l'intendant est parti, et les serviteurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient peut-être sortir de leurs fonctions et s'occuper des affaires des autres. Le jardinier s'occupe de la cuisine. Le cuisinier s'occupe du rôle de la nounou, de s'occuper des enfants, etc. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas été formés pour ça. Donc ça produit de plus en plus de dysfonctionnements. Dysfonctionnements qui s'aggravent avec le temps. Donc là, on va parler de l'un de ses serviteurs, le centre intellectuel, et de sa capacité de s'occuper des autres. Si on essaye de réaliser une tâche dont notre corps a l'habitude, quelque chose de récurrent, qu'on fait sans y penser, mais qu'on essayait de le faire avec le centre intellectuel, en réfléchissant à chaque instant au mouvement que nous allons faire. Pourquoi ce mouvement? Quel angle nous faisons ce mouvement? Quelle vitesse? Etc. Le travail serait rendu beaucoup plus lent, parce que le centre intellectuel est beaucoup trop lent. C'est un peu comme lorsque nous apprenons à écrire ou à conduire. C'est le centre intellectuel qui donne ses instructions et qui prend le contrôle du centre moteur. Et c'est très laborieux. Ou quand nous apprenons le piano.
on sent ce caractère laborieux de devoir déchiffrer la lettre, comment elle s'écrit, quelle forme, jusqu'à quelle taille. On a même des lignes pour nous apprendre à former les lettres. Et puis quand on a pris l'habitude, le centre moteur prend le relais et on écrit sans y penser. On sait que le L est plus grand que le E. Nous n'avons pas besoin d'y penser. Ça se fait spontanément. C'est le centre moteur qui prend la relève. Mais si on essayait de faire chaque activité de la même manière que on fait quand on apprend une nouvelle compétence, surtout quand elle est compliquée, tout serait extrêmement laborieux. Même une simple marche ou une course serait laborieuse. C'est laborieux à cause de la vitesse beaucoup plus lente du centre intellectuel par rapport à celle du centre moteur ou instinctif. Par conséquent, nous dit Ouspensky, il nous est impossible d'observer tous nos mouvements lorsque nous effectuons des tâches dont nous avons l'habitude et qui requièrent des mouvements rapides. Le centre intellectuel ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre le rythme. Donc soit on doit ralentir considérablement le rythme, soit on perd une grande partie de nos observations. Je reprends l'exemple de la situation dans laquelle quelqu'un nous lance une balle sans nous avertir. Nous pouvons constater que nous n'avons même pas le temps de réaliser que la personne nous lance une balle et que nous allons la recevoir. Le corps a déjà fait le mouvement et l'a déjà attrapé. Le corps est beaucoup plus rapide que l'intellect. Immensément plus rapide. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations de survie dans lesquelles l'intellect était complètement dépassé par la situation, complètement incapable de réagir parce qu'il fallait réagir extrêmement vite, vous avez peut-être expérimenté un état dans lequel un autre centre a pris le contrôle. Je me rappelle d'un accident que j'ai eu quand j'étais jeune conducteur, dans lequel j'ai perdu le contrôle de mon véhicule et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais simplement en train de m'observer avec les mains sur le volant, d'observer mon ami qui était à côté de moi qui s'accrochait à la poignée. Je ne voyais plus rien du paysage. Je ne faisais plus rien. Avec un grand état de paix d'ailleurs. Et puis quand l'accident s'est terminé, je suis sorti de la voiture, j'ai regardé. J'étais à 120 sur la route. J'ai évité les voitures. Je suis sorti dans un bois et j'ai évité absolument tous les arbres. Alors que je suis passé par les seuls endroits qui étaient possibles de passer sans percuter un arbre, tout ça sans en avoir conscience. J'avais interprété ça comme quelque chose de plus spirituel, comme quelque chose qui vient de l'âme. En réalité, c'est un centre qui fonctionne beaucoup plus rapidement. Et pour lui, c'était probablement une vitesse tout à fait normale. Mais mon intellect n'avait pas le temps de suivre, d'analyser toutes les données. Il s'est déconnecté. Et un autre centre a pris le relais. Probablement le centre instinctif, puisqu'il était question de survie de l'organisme. Et en règle générale, je vois bien qu'il s'est passé quelque chose de différent. Et des fois, j'aimerais bien le retrouver, d'ailleurs, tellement ça a été d'une efficacité extraordinaire. Mais ça advient plus que c'est en mon pouvoir. Par contre, je peux me rendre disponible pour que ça advienne de plus en plus dans les moments où c'est nécessaire. Donc dans ces cas-là, je peux me dire, tiens, c'est mon ange gardien, c'est ma conscience supérieure. Alors qu'en fait, il s'agissait peut-être tout simplement d'un centre beaucoup plus rapide que l'autre. Et le centre émotionnel est encore plus rapide. C'est-à-dire que la différence entre la vitesse du centre intellectuel et celle du centre instinctivo-moteur qui a l'air fulgurante, on retrouve le même rapport de différence de vitesse entre le centre instinctivo-moteur et le centre émotionnel. Il est dans la fulgurance, il est dans l'instantanéité, presque. Et cette différence de vitesse, ce rapport de vitesse entre les centres, est connu des écoles de développement. Il dit que c'est un nombre qui revient sans cesse au niveau cosmique, je cite, « c'est-à-dire qu'il intervient dans de nombreux processus cosmiques, ou, pour mieux dire, qu'il différencie les processus cosmiques. Ce nombre est 30 000. Ceci signifie que les centres instinctifs et moteurs sont 30 000 fois plus rapides que le centre intellectuel, et le centre émotionnel, lorsqu'il travaille à sa vitesse propre, va 30 000 fois plus vite que les centres instinctifs et moteurs. » Fin de citation. Ce point est difficile à croire, il nous dit, mais ça implique surtout que les centres vivent dans un temps radicalement différent. Je vais prendre un autre exemple. Quand j'étais étudiant, j'étais avec ma future femme, la douche étant sur le palier, elle sort de la douche et elle se fait interpeller, voire agresser par quelqu'un. Donc elle vient me voir et, dans mon côté un peu protecteur et sauveur, je sors pour aller à la rencontre de cet individu, et quand je descends, je me rends compte qu'il est en train de s'en prendre, de frapper violemment une de mes meilleures amies. Donc j'interviens et je me positionne face à lui, je provoque,
Et là, je suis dans un système normal. La vitesse est normale. Sauf que je vois que quelque chose vrille dans sa tête. Et j'ai appris après qu'il avait des problèmes psychiatriques et il part. Et là, je me retrouve dans une situation où le temps s'étire presque indéfiniment, où tout arrive au ralenti, où je sais exactement ce qu'il va faire et je sais exactement ce que j'ai à faire. Et il est parti chercher une énorme brique qu'il est venu me jeter en pleine tête. Mais j'étais déjà en train d'avoir ramassé mon sac et de protéger ma tête avec mon sac. Il n'avait même pas fait son mouvement que j'étais en train de l'attraper. Et tout ça, ça a duré quelques secondes, mais j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Donc je parle de ça uniquement pour montrer le caractère expérimental de cette différence de vitesse. Nous pouvons expérimenter dans des situations un petit peu extrêmes ces différences de vitesse et voir que le rapport de temps est radicalement différent. C'était, et dans toutes ces situations, comme dans l'accident de voiture, un temps suspendu, comme si toute la scène s'était déroulée dans un ralenti exagéré, alors que tout s'est passé à une vitesse fulgurante. Le centre instinctivo-moteur, qui a été activé pour la survie de l'organisme, suite à la perception d'un danger réel, a eu 30 000 fois plus de temps pour faire ce qu'il avait à faire. D'où cette impression exagérée que tout s'est passé au ralenti. Et cette différence entre les centres, nous dit-il, je cite, « Ce grand écart de vitesse entre les centres explique quantité de phénomènes bien connus que la science ordinaire ne peut expliquer et qu'elle passe volontiers sous silence ou dont elle refuse simplement de débattre. » Je fais référence ici à la vitesse étonnante et tout à fait inexplicable de certains processus physiologiques ou mentaux. Fin de citation. Il prend l'exemple de quelqu'un qui boit un verre d'alcool et qui, à l'instant même, en moins d'une seconde, ressent tout un tas de nouveaux sentiments et de nouvelles sensations. Je cite, « une impression de chaleur, de détente, de soulagement, de paix, de satisfaction, de bien-être ou, au contraire, de colère, d'irritation et ainsi de suite. » Fin de citation. C'est la même chose si nous avons très faim ou très soif. Si nous sommes assoiffés, un simple verre d'eau produira la même sensation instantanément, alors que le processus de l'assimilation de l'eau ou de la nourriture suit un protocole qui devrait prendre un certain temps avant que nous puissions en ressentir les effets, avant que nous puissions ressentir l'hydratation des cellules, par exemple. Or, cela va très vite. De la même manière, dans des rêves, nous pensons parfois vivre des aventures qui durent des heures ou des journées entières, même parfois des années, alors qu'il ne s'est passé dans la réalité ordinaire dans laquelle nous vivons quelques secondes seulement. Ça aussi, ça peut s'expliquer peut-être par la différence colossale de la vitesse des centres, différence entre les centres. Je cite, « Mais nous sommes si accoutumés au phénomène que nous pensons rarement à quel point il est étrange et incompréhensible. » Fin de citation. Plus tard, il dit, et je cite, « Un physiologue est conscient de la complexité des nombreux processus qui doivent se dérouler entre l'absorption d'un verre de cognac ou d'eau et le fait d'en éprouver les effets. Chaque substance qui pénètre dans l'organisme par la bouche doit être analysée, testée de plusieurs façons différentes avant d'être acceptée ou rejetée. Et tout ceci se passe en une seconde ou moins. C'est un miracle et en même temps, ce n'en est pas un. Car si nous connaissons la différence entre les vitesses des centres et que nous nous rappelons que le centre instinctif qui doit effectuer ce travail dispose de 30 000 fois plus de temps que le centre intellectuel qui nous sert à mesurer notre temps ordinaire, nous pouvons comprendre comment cela peut se produire. Cela signifie que le centre instinctif ne dispose pas d'une seconde, mais de près de 8 heures de son temps propre pour effectuer ce travail. Et en 8 heures, dans un laboratoire ordinaire, ce travail peut certainement être mené à bien et sans hâte inutile. Ainsi, l'idée que nous nous faisons de l'extraordinaire vitesse de ce travail est purement illusoire, car nous croyons que notre temps ordinaire, le temps du centre intellectuel, est le seul qui existe. Fin de citation. Et nous pouvons extrapoler en imaginant que dans des mondes infiniment plus grands ou infiniment plus petits, ou plus subtils ou plus denses, le temps se déroule d'une manière radicalement différente et ce qui est 1 heure pour nous peut être 10 ans ou un siècle ou une vie entière pour les organismes qui vivent dans une autre dimension.
dans une autre densité de la création. C'est un point important et vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir rétrospectivement à certaines situations de votre vie qui vont venir s'éclairer par la compréhension de cette immense différence de vitesse de fonctionnement des centres. Entre le centre intellectuel et le centre émotionnel, il y a une différence de 30 000 fois 30 000. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir l'atmosphère et sentir que vous êtes bienvenu ou pas bienvenu en une fraction de seconde avant même que vous ayez eu le temps d'analyser ce qui se passe autour de vous, quelle est l'attitude des personnes, est-ce qu'ils sourient, est-ce qu'elles sourient, est-ce qu'elles font la tête. Vous n'avez pas besoin d'analyser, votre centre émotionnel l'a déjà fait dans un temps qui vous semble fulgurant, mais qui pour lui est le temps normal, comme si vous aviez eu le temps d'analyser chaque personne, le ton de sa voix, la forme de son visage, les crispations, etc. Donc, ça peut être déjà une source d'observation rétrospectivement, donc d'analyse et d'introspection, et dans les jours à venir, d'observation, en observant votre fonctionnement à la lumière de cette vitesse des centres. Vous avez capté une intention de quelqu'un avant même d'avoir pu, ne serait-ce que voir son visage. Par exemple, à vous de voir comment vous pouvez extrapoler et adapter à vous-même pour les différents centres. Après cet approfondissement de la compréhension des centres et de leur fonctionnement, nous allons aborder une notion plus structurelle qui concerne la division des centres en deux parties. Une partie positive et une partie négative. Il n'y a aucun jugement dans le terme positif ou négatif. C'est comme en électricité. Positif, négatif. On pourrait parler d'une partie active et une partie passive. C'est toujours la loi de 3 qui est à l'œuvre. Je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez en savoir plus sur la loi de 3. La vidéo sera dans la description. Il y a aussi une vidéo sur des applications plus concrètes de la loi de 3. Si on comprend la loi de 3, on arrive à la voir à l'œuvre absolument partout. Parce qu'elle est à l'œuvre absolument partout. Rien n'existe sans cette loi de 3. Rien ne peut être créé sans la loi de 3. Ouspensky nous dit, et je cite, « Cette division est particulièrement marquée pour le centre intellectuel et pour le centre instinctif. Tout le travail du centre intellectuel est divisé en deux parties, l'affirmation et la négation, le oui et le non, ou je crois et je ne crois pas. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous avez tort, vous avez raison. À tout instant, dans notre pensée, soit l'un l'emporte sur l'autre, soit ils parviennent à un point de force égal, ils se neutralisent et c'est ce qui produit l'indécision. La partie négative du centre intellectuel est tout aussi utile que la partie positive. Et tout affaiblissement de la force de l'un par rapport à l'autre entraîne des désordres mentaux. » Fin de citation. C'est toujours cette conciliation et cet équilibre qui est nécessaire dans le fonctionnement des centres et dans le fonctionnement du psychisme et de la vie en général. Donc ça, c'est un point très important. Je répète, la partie positive et négative ne s'entendent pas en termes de jugement, mais en termes de polarité et de complémentarité. Il faut trouver ce mouvement d'équilibre, de balance et de conciliation entre les deux. Ce qui produit un certain équilibre. Un équilibre est toujours basé lui-même sur le déséquilibre. Là aussi, même l'équilibre est le fruit de la force active-passive. L'équilibre dans le déséquilibre. Il n'existe pas quelque chose d'un équilibre figé qui ne bouge pas. Je prends un exemple qui pour moi illustre, mais ce n'est qu'un exemple personnel qui n'engage que moi. Si je reçois des concepts et que j'adhère complètement aux concepts sans chercher une certaine opposition pour vérifier la véracité, je suis dans un déséquilibre. L'aspect positif l'emporte. Mais je peux aussi recevoir tout nouveau concept ou toute idée qu'on me propose, toute hypothèse, avec une grande suspicion et donner tout de suite un caractère négatif, ne pas adhérer, rejeter d'office. C'est le non qui l'emporte. L'énéagramme nous montre bien comment les types mentaux, les types 5, 6, 7, qui connaissent une prédominance du centre intellectuel, manifestent cette polarité. Ne serait-ce que dans le fonctionnement de l'émotion dominante, la peur, elle est polarisée. Le type 5 est de nature pessimiste. Il cherche toujours à raisonner, à comparer. Il se réfugie en lui-même, c'est la force passive, négative. Le type 7,
manifeste la polarité positive. Il va sublimer sa peur, il va la transformer. Il va rechercher activement une autre réalité qu'il superpose à la réalité existante. Et le type 6, lui, est pris entre ces deux forces qui, ne trouvant pas l'une qui l'emporte sur l'autre, se neutralisent. Et il est constamment dans une recherche de sécurité et en même temps un doute et une suspicion constante, une anticipation. C'est un exemple pour montrer que l'énéagramme nous donne dans les 9 types des exemples concrets de la manière dont ces forces polarisées existent et de ce qui se passe quand l'une domine structurellement l'autre. En ce qui concerne le centre instinctif, la division s'opère de manière très nette là aussi. Des sensations agréables et des sensations désagréables. Aussi, c'est très important de pouvoir sentir clairement que certaines sensations, comme une trop forte chaleur ou un froid trop intense, peuvent nous nuire, et nous sommes invités, voire incités, à les éviter. La douleur est un message envoyé par le système nerveux pour nous avertir d'un problème qui peut s'avérer être un danger. Donc nous avons besoin de ces deux polarités, nous ne pouvons pas y échapper. Elles sont là pour notre survie. Par exemple, j'ai l'exemple de certaines personnes qui souffrent d'une maladie qui les empêche de ressentir la douleur. Eh bien, certaines d'entre elles se sont assises par exemple sur un support très brûlant, des braises, et se sont brûlées à un stade très avancé parce qu'elles n'ont pas senti la douleur. Elles ont senti l'odeur de leur chair qui calcinait. Cette polarité est extrêmement importante et si elle n'est pas là, ça pose un gros problème, voire un danger pour l'organisme. Je cite, « Les sensations agréables de goût, d'odorat, de toucher, de température, de chaleur, de fraîcheur, d'air pur indiquent toutes les conditions favorables à la vie. Et les sensations désagréables de mauvais goût, de mauvaise odeur, de contact déplaisant, de sensations de chaleur étouffante ou de froid extrême indiquent toutes des conditions nuisibles à la vie. » Fin de citation. Et ça, c'est ce qui guide toute la vie animale sur Terre. Un dysfonctionnement sur ce point-là peut s'avérer extrêmement fatal, comme dans l'exemple précédent, si le système nerveux dysfonctionne. Si par exemple je me mets à boire de l'eau de Javel et que je n'ai aucune perception désagréable de l'odeur ni de la sensation, ça peut être dramatique. Cette polarité est là pour notre survie. Le centre moteur, quant à lui, manifeste cette polarité dans son fonctionnement, c'est-à-dire le mouvement ou le repos, actif ou passif. Ce qui, selon Ouspensky, ne présente aucun intérêt réel pour l'observation pratique, pour l'observation de soi. Là où le point est vraiment intéressant, en tout cas où ça dénote de notre croyance ordinaire et de notre fonctionnement habituel, et cela s'explique clairement, j'y reviendrai peut-être, c'est en ce qui concerne le centre émotionnel. On pourrait mécaniquement considérer que le centre émotionnel se divise en deux parties, et que ces deux parties sont évidemment constituées des émotions négatives d'un côté et des émotions positives de l'autre. C'est parce qu'il nous dit d'un côté la joie, la sympathie, l'affection, la confiance en soi, de l'autre l'ennui, l'irritation, la jalousie, l'envie, la peur. Ça a l'air très simple. Non, fin de citation. Ça a l'air très simple et ça a l'air de se tenir, ça a l'air évident. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et ça, c'est un point crucial dont on a besoin pour comprendre la notion de souffrance et qu'est-ce que ça veut dire se libérer de la souffrance. Je cite, « Premier point fondamental, il n'existe pas de partie négative naturelle dans le centre émotionnel. La majeure partie des émotions négatives est artificielle. Elles n'appartiennent pas en propre au centre émotionnel et sont fondées sur des émotions instinctives qui ne leur sont pas liées, mais qui sont dénaturées par l'imagination et l'identification. » Fin de citation. Et ça, c'est quelque chose à quoi je souscris à 100%. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vérifier expérimentalement. C'est quelque chose dont on peut faire l'expérience, et le simple fait d'en faire l'expérience nous libère de facto de la souffrance, souffrance qui est issue de ces émotions négatives, et émotions négatives qui sont elles-mêmes issues du fonctionnement de notre imagination, qui réagit simplement à des sensations corporelles, ce qu'il appelle les émotions sensitives, les sensations agréables ou désagréables. Une sensation agréable m'amène à projeter du contenu et à générer des émotions positives. Une sensation désagréable
m'amène à projeter du contenu négatif issu de mon passé, de mes expériences passées, et à provoquer et produire des émotions négatives. Si on observe avec vraiment beaucoup d'acuité ce fonctionnement, nous verrons que les émotions négatives, à 95%, sont créées par l'imagination, par les projections, par tout ce qu'on vient ramener de notre passé et de toutes les colorations qu'on lui a données sur l'instant présent. Tous ces voiles qui s'interposent entre la réalité et nous. Certains mouvements à l'extérieur produisent des sensations corporelles, ça c'est naturel, mais quelque chose en nous en ressent un certain inconfort et projette tout un tas de fantasmes, de peurs, de doutes, de colère, d'irritation, qui sont en réalité le fruit de notre passé et donc le fruit de notre imagination. C'est un mécanisme de projection de la part du mental, de l'intellect, sur une sensation qui produit l'émotion négative. Les émotions positives, qui ne sont que positives, comme l'amour, la foi ou l'espérance, elles ne sont pas accessibles à l'être humain dans son état ordinaire. En tout cas, pas de manière permanente, de manière très ponctuelle. Je cite, « Elles requièrent des états supérieurs de conscience, elles requièrent l'unité intérieure, la conscience de soi, un moi permanent et la volonté. » Ce sont les attributs d'une personne qui a un centre de gravité. On avait parlé des hommes numéro 1 à 7, donc un homme numéro 5, qui a accès au centre émotionnel supérieur, donc aux véritables émotions, qu'on appelle des sentiments. Il continue, et je cite, « Les émotions positives sont des émotions qui ne peuvent pas devenir négatives. Mais toutes nos impressions agréables, telles que la joie, la sympathie, l'affection, la confiance en soi, peuvent à tout moment se transformer en ennui, irritation, envie, crainte, et ainsi de suite. L'amour peut se muer en jalousie ou en peur de perdre l'être aimé, ou en colère et en haine. L'espérance peut se transformer en rêverie, en chimère, et la foi peut se muer en superstition, en acceptation complaisante de stupidité rassurante. » Là, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais pour l'instant, je vais rester plutôt discret. Là, on peut tenter une distinction et utiliser deux vocabulaires différents, puisque j'utilise des vocabulaires un petit peu différents de ceux d'Ouspensky, mais pour dire la même chose. Rappel de soi, conscience de soi. Moi, j'utilise rappel de soi avec ou sans majuscule. Et pour le mot émotion et émotion réelle, on peut distinguer l'émotion du sentiment. Donc, l'émotion peut être le terme qui convient à toutes ces émotions mécaniques telles qu'on vient de les décrire et qui peuvent se transformer à tout moment en leur contraire, qui portent en germe leur contraire. Ce sont les deux faces de la même médaille. Et le sentiment pour l'émotion d'un ordre plus subtil qui n'a pas d'opposé. Le sentiment vit dans un espace d'unité en nous, dans un espace qui ne connaît pas la polarité, qui ne connaît pas d'opposé. Donc il n'y a pas d'opposé au sentiment. L'émotion vit dans un espace superficiel. Elle est le fruit de l'imagination, de nos attentes, de nos peurs, du phénomène d'attraction et de répulsion, et elles sont polarisées, positives et négatives. Et je vais citer un point important parce qu'il me parle énormément dans mon parcours. Il dit « Même une émotion purement intellectuelle, le désir de connaître, ou une émotion esthétique, je veux dire le sentiment de beauté et d'harmonie, s'il se mêle à l'identification, s'associe immédiatement à des émotions d'ordre négatif, telles que l'orgueil, la vanité, l'égoïsme, la prétention, et ainsi de suite. » Fin de citation. Et ça peut poser problème dans notre quête spirituelle, dans notre quête de ce développement intérieur, lorsque d'un sentiment de départ, un désir de connaissance de soi et d'évolution intérieure, nous sommes rattrapés par notre état d'identification et par toutes ces manifestations d'orgueil et de vanité qui viennent souiller notre quête de départ et la récupérer. Mais c'est ce qui permet aussi de pouvoir finalement en prendre conscience, déloger ces fonctionnements indignes d'un être humain de notre psychisme, pouvoir les voir en face. Donc, premier point, nous sommes incapables, dans notre état ordinaire, de ressentir de véritables émotions positives, ce que j'appelle les sentiments, qui sont liés au centre émotionnel supérieur, et donc à l'état de conscience de soi. J'avais dit dans les vidéos précédentes, rappelez-vous, l'état de conscience de soi permet l'accès au centre émotionnel supérieur, donc aux véritables émotions, aux sentiments.
L'homme numéro 5, la conscience objective, l'homme numéro 6, donne accès à ce qu'on appelle le centre intellectuel supérieur, qui permet la conscience objective, la vision objective de la réalité. Dans l'état de conscience ordinaire ou relative, le centre émotionnel supérieur n'est pas accessible et nous ne pouvons pas faire l'expérience des sentiments. Il fonctionne, mais nous n'en avons pas connaissance, notamment à cause de ce déséquilibre de nos centres. Je vous renvoie vers la vidéo précédente si vous n'avez pas suivi. De même, nous n'avons pas vraiment d'émotions négatives, dit-il, puisqu'elles sont le fruit de notre imagination. Elles ne peuvent pas exister sans l'imagination et l'identification. Donc elles ne peuvent exister que dans l'état de conscience relative, la conscience ordinaire. Elles ne peuvent plus exister dans l'état de conscience de soi. C'est pourquoi nous pouvons alors accéder au sentiment, qui est la véritable émotion. Il dit, et je cite, « On ne peut bien sûr nier qu'à côté des multiples souffrances physiques qui relèvent du centre instinctif, l'homme ressente de nombreuses sortes de souffrances morales qui appartiennent au centre émotionnel. Il ressent bien des deuils, des tristesses, des craintes, etc., qui sont inévitables et aussi intimement liées à la vie de l'homme que la maladie, la douleur et la mort. Mais ces souffrances morales n'ont rien à voir avec des émotions qui sont, elles, fondées sur l'imagination et l'identification. Ces émotions négatives constituent un phénomène terrifiant. Elles occupent une place considérable dans notre vie. On peut dire de beaucoup de gens que leur vie entière est réglée et dirigée, et en définitive ruinée par les émotions négatives. En même temps, les émotions négatives ne jouent aucun rôle utile dans notre vie. » Fin de citation. Les émotions mécaniques ordinaires sont, selon Ouspensky, ce qu'il y a de plus mécanique dans notre vie. Il dit quelque chose qui me semble très intéressant et à quoi je souscris entièrement encore, à savoir que nous ne pouvons absolument pas contrôler nos émotions négatives et que les personnes qui prétendent, qui croient les maîtriser, ne font que s'illusionner elles-mêmes. Donc je souscris à 100% avec ce qu'il dit. Je cite, « Les émotions négatives dépendent de l'identification. Si, dans une circonstance particulière, l'identification est détruite, elles disparaissent. » Fin de citation. C'est un peu ce que je dis dans ma vidéo sur l'alchimie des émotions. Je vous renvoie vers le lien en haut ou dans la description. Il dit que nous vouons quelque part une adoration à nos émotions négatives et que nous y voyons quelque chose de l'ordre d'une qualité, quelque chose de noble. Et que l'illusion la plus difficile à détruire à propos de nos émotions négatives, c'est justement qu'elles ne sont qu'une faiblesse, qu'elles ne contiennent rien de noble. Elles ne sont en aucune manière une qualité. Et je souscris aussi à 100% quand il dit, et je cite, « Étant inutiles et créées de toutes pièces par l'imagination et l'identification, elles peuvent être détruites sans aucun préjudice. Et ceci constitue la seule possibilité qu'a l'homme de se libérer. » Fin de citation. On en est encore dans cette notion des fonctions, fonctionnement de mes schémas et de conscience. Dans l'état de conscience ordinaire, je suis identifié. Donc je vous renvoie aux vidéos précédentes. Qu'est-ce que c'est que l'identification qui confine à la considération, l'identification aux personnes? Dans l'état de conscience ordinaire, je suis identifié. L'imagination fonctionne à plein régime et je produis des émotions négatives, puisque l'émotion négative est une projection, une création du fruit de mon imagination qui se colle sur une sensation inconfortable, si c'est une émotion négative, une sensation désagréable, et là ça produit tout un tas d'images et de réactions en chaîne que je ne peux plus arrêter. Il n'est pas dans mon pouvoir de les arrêter. Dans l'état de conscience de soi, je ne suis plus identifié. L'imagination ne m'emmène plus sur des terrains glissants et je ne produis plus d'émotions négatives. C'est aussi simple que ça. Donc je l'ai expliqué plus haut, mais ces émotions sont clairement le fruit de notre imagination, de ce processus de projection de notre imagination sur des sensations qui sont, elles, issues de stimulations extérieures et nous sommes complètement reliés au monde extérieur. Et tout ce qui se passe à l'extérieur produit des sensations plus ou moins subtiles, puisque ce sont des vibrations, ce sont des influences, et ce qui se passe à l'extérieur produit une vibration qui me traverse, et que je peux sentir grâce à ce centre instinctif. Un son
produit une vibration. D'ailleurs, si le son est très fort, je vais vraiment sentir cette vibration. Mais même si le son est très doux, je peux sentir la vibration du son qui traverse cet espace de conscience que je suis, quelque part. Et ces mouvements à l'extérieur produisent des sensations, c'est naturel, plus agréable ou désagréable, et à partir de là, le centre intellectuel qui dysfonctionne, donc moi, centre intellectuel, quand il est utilisé dans un processus d'identification, je l'appelle le mental, c'est le même fonctionnement, mais conscient ou inconscient et identifié, va produire tout un tas d'émotions négatives. Donc des sensations qui sont plus ou moins agréables, plus ou moins confortables. Et certaines sont inconfortables parce qu'elles sont souvent associées à des souffrances passées. Et elles viennent réveiller ces souffrances passées qui sont engrammées dans notre corps, sous la forme de ce qu'il appelle les mémoires physiques. Dans nos centres moteurs sont gravées toutes les mémoires que j'ai vécues, notamment ce que j'ai vécu avec intensité, et ces mémoires forment ce qu'on appelle aujourd'hui des engrammes, et tout ce que je perçois est coloré par ces engrammes. Ça vient réveiller, par le processus de cette identification et de cette imagination, ça vient réveiller ces mémoires, et je projette sur ce que je perçois tout mon passé. Je fais un petit détour par l'enseignement de Swami Prajnanpad, que je cite abondamment dans mon livre, parce que les points communs sont frappants. Les ressemblances sont frappantes en termes des 3 centres, en termes de travail sur les centres. Il ne le nomme pas comme ça, mais c'est exactement de cela dont il parle, et sur la manière de régler le problème. Et il dit d'ailleurs, en ce qui concerne les émotions négatives ou en ce qui concerne le passé, se libérer, c'est se libérer du passé. Et il dit aussi, parfois, se libérer, c'est se libérer de l'émotion. Il dit exactement la même chose que Ouspensky ou que M. Gurdjieff à sa manière. Donc si ça vous intéresse, je vous renvoie vraiment vers l'étude de l'enseignement de Swami Prajnanpad, notamment par le biais de son élève Daniel Roumanoff, qui a écrit une synthèse assez extraordinaire de son travail. Swami Prajnanpad nous dit que le remède, c'est, puisque nous ne voyons pas le monde, nous voyons notre monde. Il dit la même chose, nous filtrons et nous interprétons, nous avons tout un tas de représentations, et il faut apprendre à revenir aux faits, à voir objectivement les choses. Et c'est exactement ce que dit M. Gurdjieff ou ce que dit Ouspensky dans ses conférences et dans ses ouvrages. Voir objectivement la situation et voir objectivement la sensation produite par la situation en état de conscience de soi coupe net ce processus d'identification et d'imagination et donc d'émotions négatives, c'est-à-dire de souffrance. Mais là, il faut faire attention à ne pas entrer dans une répression des émotions négatives une fois qu'elles sont lancées. C'est impossible et c'est très néfaste de les réprimer. On pourrait se dire, l'émotion négative est le fruit de mon identification, donc je dois résister à mes émotions négatives. Si une émotion négative se présente, elle est le symptôme que j'ai vécu la situation dans mon état ordinaire de conscience. Donc elle devrait plutôt agir comme un réveil qui m'oblige à revenir à cette conscience de moi-même plutôt que comme quelque chose que je dois réprimer. C'est une énergie colossale, donc je vous renvoie à la vidéo sur comment travailler sur ces émotions. C'est une énergie colossale dont je peux avoir besoin, mais si je la retourne contre moi, ça peut avoir des effets assez négatifs, très négatifs. Comme disait Swami Prajnanpad, qui semble en accord avec Ouspensky sur ce point et sur bien d'autres points, Swami Prajnanpad était le maître, entre autres, d'Arnaud Desjardins. Une fois que l'émotion est lancée, elle doit aller jusqu'à son terme. Il existe bien un travail qui est possible à ce moment-là, mais qui ne consiste surtout pas à réprimer son émotion. Tout au plus, à essayer de ne pas l'exprimer à l'extérieur. Donc contenir l'émotion tout en l'éprouvant pleinement. L'émotion est une réaction du moi, d'un de mes moi, à une réalité objective. Et à cause de tout un tas de projections subjectives sur cette réalité objective, une émotion apparaît. Une fois que l'émotion est lancée, c'est trop tard. Elle devient la nouvelle réalité à laquelle je dois tenter de m'aligner et surtout ne pas nier. Travailler avec l'émotion. Comme disait Arnaud Desjardins, dire oui à l'émotion.
j'ai envie de dire être oui total à l'émotion. Ne pas l'exprimer à l'extérieur, mais l'autoriser pleinement et totalement à l'intérieur et s'autoriser à sentir pleinement et à ressentir pleinement l'émotion. Et là, il y a une transformation énergétique qui opère. Ouspensky nous explique que nous n'avons aucune chance de libération ou de développement intérieur tant que nous gardons ces émotions négatives. Il dit, et je cite, en langage d'école, il est dit à propos de la lutte contre les émotions négatives, l'homme doit sacrifier sa souffrance. Quoi de plus facile à sacrifier, nous dira-t-on. Mais en réalité, les gens sacrifieraient n'importe quoi plutôt que leurs émotions négatives. Il n'est pas de plaisir ou de jouissance que l'homme ne soit prêt à sacrifier pour des raisons insignifiantes, mais en revanche, il ne sacrifiera jamais sa souffrance. Et d'une certaine façon, cela s'explique. Fin de citation. Alors là, moi, je nuancerai un petit peu avec l'énéagramme parce que certains types, comme le type 7, donnent l'impression de fuir la souffrance et de chercher simplement le plaisir et la satisfaction. Mais ça reste une émotion négative. Ils évitent la souffrance à tout prix et ils se réfugient dans le plaisir. Mais le plaisir n'est qu'une imitation grossière de la joie véritable. Chaque type ne fait qu'imiter des attributs de l'essence, de l'être, dans sa personnalité. Donc la joie recherchée par le type 7 est imitée par cette notion de plaisir et de jouissance. Joie ou jouir sont deux choses différentes. La même chose, mais la joie dans l'état de conscience de soi, la jouissance dans l'état de conscience relative ou dans la personnalité. Donc ils évitent la souffrance, mais cela se manifeste au prix d'un refoulement, d'une répression des émotions négatives, qui se manifestent fatalement à un moment ou un autre, mais qui sont sublimées et rationalisées par le type 7. C'est son mécanisme de défense. Mais la règle générale est tout aussi valable pour le 7. Il reste attaché à ce qui va, in fine, l'amener à éprouver de plus en plus de souffrance, et tout ça est basé sur une répression des émotions négatives, un refoulement, et non pas une absence. Donc je vais dans une conscience relative qui produit des émotions négatives, mais je réprime. C'est autre chose que de vivre dans un état de conscience de soi dans lequel je ne produis pas d'émotions négatives. Donc il n'y a rien à refouler. Je ne refoule pas puisqu'il n'y a rien à refouler. Il n'y a rien qui existe qui pourrait être appelé une émotion négative. Disons que le type 7 reste complètement attaché à ses illusions, à ses fantasmes, à ses quêtes illusoires de jouissance, à cette émotion ordinaire qu'est le plaisir et la jouissance, et à ses mécanismes de défense. Il se détourne de la souffrance sans chercher à s'en libérer réellement. Parce que pour s'en libérer, il faut y faire face. C'est l'inverse. Et ça renvoie à un autre problème, par exemple pour le type 4, qui semble, lui, vraiment se complaire dans la souffrance et qui pourrait dire qu'il fait face à ses émotions, parce qu'il les exprime. Il aime l'émotion, notamment l'émotion négative, et il aime les exprimer. En réalité, il aime déverser ses émotions pour mieux s'éviter d'aller contacter les véritables émotions derrière. Il crée de fausses émotions et il aime les déverser. Et quand quelqu'un de type 4, on essaie de l'amener à revenir, à éprouver pleinement l'émotion, c'est pas possible. La personne repart constamment dans son émotion, son expression de l'émotion, son déversement de l'émotion. À moins qu'il y ait une aspiration réelle chez cette personne, de type 4 ou de type 7 ou de n'importe quel type, et là on peut dépasser ces mécanismes compulsifs qui sont souvent vus comme la preuve que je suis en cheminement spirituel, alors que c'est tout à fait l'inverse, ce sont des obstacles. Il parle des idées fausses à propos de la souffrance. Nous pensons pouvoir gagner quelque chose en sacrifiant des plaisirs, mais nous ne pensons pas que le sacrifice de la souffrance nous sera bénéfique ou favorable. Certains pensent même qu'elle leur aurait été envoyée par Dieu, pour son châtiment ou pour son édification. Et je souscris à un très grand nombre de personnes, même celles qui pensent vouloir la paix ou la joie ou le plaisir, le bonheur, sont radicalement attachées à leur souffrance, au mécanisme de leur souffrance, et donc au mécanisme d'identification et d'imagination qui génère la souffrance. Je suis complètement d'accord avec lui, nous sommes attachés à notre souffrance. Nous ne voulons pas la sacrifier. Elle fait partie de notre identité, quelque part. Et lâcher notre souffrance, qui constitue notre identité, c'est aussi lâcher notre identité. C'est naître
peut-être plus rien. Et ça fait peur. Mais si on comprend que ces problèmes de l'identification et de l'imagination sont le fruit du dysfonctionnement de nos fonctions nobles, parce que nous sommes dans un état de conscience endormi ou relative, avec un déséquilibre des centres, nous comprenons que dans l'état de conscience de soi, les fonctions reprennent, si on peut dire ainsi, leur fonctionnement sain et réel. Il n'y a pas à se libérer de la souffrance de cette manière-là, dans cet angle de vue-là. Il suffit de trouver cet état de conscience de soi dans lequel la souffrance ne peut pas être créée, parce qu'elle est issue d'un dysfonctionnement, lui-même causé par notre état de sommeil de l'attention et de la conscience, un état d'hypnose. Non pas agir sur la souffrance elle-même, mais agir en amont sur l'état de conscience qui produit et qui permet la souffrance, ou plutôt travailler sur l'état de conscience qui annihile cette possibilité d'émotions négatives inutiles. Travailler sur la conscience de soi. Effectivement, certaines souffrances sont inhérentes à la nature humaine. Nous ne pouvons pas y couper. Et c'est ce qui nous maintient, entre autres, dans l'illusion que les autres émotions négatives sont tout aussi obligatoires et inévitables. C'est faux. Cela repose sur certaines manifestations de l'imagination auxquelles nous ne voulons pas renoncer. Et il prend par exemple la notion de l'idée d'injustice ou de la croyance selon laquelle il serait possible de supprimer l'injustice, ce qui est impossible et ce qui cause une souffrance en réaction. C'est un exemple parmi tant d'autres. Certaines personnes, nous dit-il, n'ont que des émotions négatives. On pourrait par exemple penser à des types 4, des types 5 ou des types 6. Mais indépendamment du type, certaines personnes, notamment lorsqu'elles sont en situation de dégradation de leur conscience quelque part, ne connaissent plus que les émotions négatives et elles ne connaissent plus de moments d'émotions positives. Que leur resterait-il si on leur ôtait cela? Il dit, et je cite, « Qu'en serait-il alors de notre vie si elle était privée d'émotions négatives? Qu'en serait-il de ce que nous qualifions d'art, de théâtre, de drame? Qu'en serait-il de la plupart des romans ?» Fin de citation. Et j'ajouterai, qu'en serait-il de nos films et de nos séries, de notre vie de tous les jours avec ces drames? Il poursuit, je cite, « Il n'y a malheureusement pas de possibilité que les émotions négatives disparaissent. Les émotions négatives ne peuvent être maîtrisées et ne peuvent disparaître qu'avec l'aide d'une connaissance d'école et d'une méthode d'école. La lutte contre les émotions négatives fait partie intégrante de la discipline d'école et est étroitement liée à l'ensemble du travail d'école. » Fin de citation. Il dit ensuite que les émotions négatives étant artificielles, on peut se poser la question de savoir d'où elles proviennent à l'origine. Et là, il fait le parallèle avec les enfants. Et il dit qu'on peut constater, qu'on peut observer à quel point ces émotions négatives leur sont inculquées par l'environnement. Les enfants apprennent par imitation. On sait très bien que le dicton « fais ce que je dis, mais pas ce que je fais » ne fonctionne pas parce que l'enfant apprend par imitation. Et notamment par l'imitation de son entourage proche. C'est comme ça que fonctionne le centre instinctif et le centre moteur. Il imite la manière de parler, la tonalité, les postures, le caractère, les émotions de son entourage, les idées. Il affirme que si un enfant pouvait grandir en étant coupé des personnes qui vivent et expriment des émotions négatives, il en serait préservé. Ou il en aurait si peu qu'elles pourraient être facilement maîtrisées par une éducation correcte. Et personnellement, je suis d'accord avec ce qu'il dit. J'ai des exemples concrets autour de moi qui confirment que des enfants élevés dans ce genre d'environnement, auprès d'adultes qui ont un certain degré de conscience d'eux-mêmes, qui n'expriment pas et ne vivent pas sous l'emprise de l'émotion négative et de la souffrance, connaissent très peu d'émotions négatives et ont une capacité d'action sur ces émotions, de compréhension de ce que cela produit, et donc une capacité de mettre en place une certaine maîtrise progressive de ces émotions. Le problème est que dans la vie réelle, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce sont des situations quasiment exceptionnelles, rarissimes. Tout ce que les enfants regardent à la télévision, lisent, observent autour d'eux, tout cela les amène à connaître rapidement, je cite, toute la gamme des émotions négatives
et il peut alors, à son tour, les imaginer, les reproduire et s'y identifier aussi bien qu'un adulte. Chez les adultes, les émotions négatives sont entretenues par leur constante justification et glorification dans la littérature et dans l'art, ainsi que par l'auto-justification et la complaisance envers soi-même. Même lorsqu'elles finissent par nous excéder, nous ne croyons pas qu'il est possible de nous en libérer. Fin de citation. Il suffit de regarder les films qui passent de plus en plus, les drames amoureux, les films d'action qui valorisent la violence et la vengeance, etc. Rares sont les films qui élèvent l'âme, qui nourrissent des aspects supérieurs de nous-mêmes. Il en existe, tout comme des œuvres musicales, mais si on regarde par exemple un clip de rap aujourd'hui, on ne voit que de la sexualité débridée, de la vulgarité, de la violence, de l'incitation à la haine, à la drogue, au marchandage du corps de la femme, etc. Tout ce contexte rend les conditions de ce travail intérieur de plus en plus impossibles. Nous projetons la responsabilité de nos émotions négatives à l'extérieur, sur les autres, sur le monde, sur la situation, alors qu'elles ne sont que le fruit de notre état intérieur. Et nous nous justifions. Donc on repose la faute sur autrui ou on s'apitoie sur soi-même. Il affirme que certaines personnes n'ont jamais éprouvé une seule émotion positive de toute leur vie, une émotion réelle, un sentiment, on pourrait dire. Je cite, « tout leur temps étant accaparé par des émotions imaginaires ». Fin de citation. Et ça, c'est dramatique d'être coupé à ce point des sentiments les plus beaux, les plus profonds, qui sont probablement un attribut de notre essence, de notre être, et de vivre dans des émotions qui n'en sont que des caricatures. Je repense à une citation de Swami Prajnapada. Vos pensées sont des citations, vos émotions des imitations, vos actions des caricatures. À méditer. C'est exactement la même chose dont il est question, dont il parle. Donc il n'y a pas de partie négative au centre émotionnel, mais il existe des émotions agréables et des émotions désagréables. Et que, je cite, « toutes celles qui, à un moment donné, ne sont pas négatives, peuvent, à un autre moment, à la moindre provocation, ou même sans provocation aucune, se transformer en émotions négatives. » Si nous nous observons réellement et sincèrement, nous pouvons vérifier que nous admirons, que nous entretenons et que nous nous complaisons même dans ces émotions négatives. Et que tant qu'il en est ainsi, aucun espoir de développement intérieur, notamment d'une unité intérieure, d'une conscience et d'une volonté, n'est possible. Et si c'était le cas, ce serait dramatique. Je cite, « alors toutes ces émotions négatives s'intégreraient à notre nouvel être pour devenir permanent. » Fin de citation. Parce qu'il n'y a rien de permanent en nous, il n'y a que des mouvements. Mais par ce travail intérieur, pour des raisons qu'on va commencer à évoquer à la fin de cette vidéo, il y a une forme de cristallisation de notre conscience qui commence à goûter de plus en plus de continuité et de permanence. Si nous pouvions faire cela alors que ces émotions négatives persistent, ces émotions négatives seraient cristallisées et deviendraient permanentes. Nous ne pourrions plus jamais nous en débarrasser. Ensuite, il renie la notion de complexe de la psychologie de l'époque, parce qu'il dit que justement, chez l'homme ordinaire, rien n'est permanent. Tout est en perpétuel changement. Et il dit que seuls, je cite, les aliénés ont un ego permanent, c'est-à-dire ceux qui présentent des troubles psychiatriques ou psychotiques. Il y a bien une notion de permanence dans la folie. Pour le reste des individus qui fonctionnent à peu près, ou qui dysfonctionnent à peu près normalement, si on peut dire, tout est impermanent. Le mot complexe serait lié à une idée fixe, et il n'existe rien de tel qu'une idée qui soit fixe et permanente. Il dit que l'être humain ordinaire ne peut pas avoir d'idée fixe, ni de complexe de fixation. Donc on trouve une permanence dans des individus qui connaissent un état de dégradation ou chez des personnes qui connaissent un état d'évolution. Les extrêmes se rejoignent souvent. On retrouve aussi une absence d'émotion chez les personnes qui sont dans un état de dégradation totale, qui n'ont plus d'empathie, ou une émotion fixe qui se rigidifie et
une incapacité d'éprouver d'autres émotions. De la même manière que chez des individus qui ont acquis la conscience, les émotions négatives disparaissent. C'est intéressant de voir que les extrêmes ont tendance à se rejoindre, mais pas de la même manière, avec une différence de taille. J'aurais plutôt tendance à nuancer cette affirmation, sans la contredire. Pourquoi? Parce que l'énéagramme nous parle bien de 9 types de fixations, on pourrait dire des fixations de l'ego. Or, Ouspensky nous dit qu'il n'existe rien de fixe. En réalité, l'énéagramme des 9 types de fixation nous décrit plutôt notre manière de percevoir le monde, et donc notre manière de réagir au monde, puisque la manière dont on perçoit le monde va fatalement entraîner la manière dont on y réagit. Et ce, selon ce que M. Gurdjieff appelait le trait principal. L'énéatype détermine notre trait principal, mais si on considère que nos moi sont multiples et constamment changeants, je vous renvoie sur les vidéos précédentes, la multiplicité des moi, on peut affirmer qu'il n'y a rien de fixe. Simplement une manière principale dont tous ces moi s'organisent autour d'un certain axe, autour d'une certaine recherche compulsive, autour de l'imitation de certaines qualités de l'essence, mais sans jamais y arriver, en raison de cette impermanence et du fait qu'il n'y a rien de fixe dans ma conscience au niveau ordinaire. Et c'est ce qui produit la principale souffrance de l'être humain, chercher à imiter quelque chose dans un endroit où il n'existait pas, et tenter de le rendre permanent et fixe, là où il n'y a ni permanence ni fixité, à cause du mouvement perpétuel de la vie et à cause de la multiplicité de nos moi. Donc il y a bien une tentative de fixation, mais ça ne fonctionne pas. Donc je nuance, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit. Simplement, ça n'exclut pas l'idée d'une fixation de l'ego autour d'une compulsion qui m'amène à rechercher certains objets internes, à ne pas réussir à les saisir, puisque ces objets internes sont constamment changeants. Je décide quelque chose, puis un moi vient décider l'inverse, donc je ne peux pas atteindre cette fixité, donc je me sens incomplet. Donc ça n'est pas contradictoire, simplement ça nuance un petit peu. Puisque dans l'énéagramme, on parle d'un trait principal. Un trait principal qui n'exclut pas que tout est constamment en mouvement et que les forces intérieures essaient de nous pousser dans une direction, alors que d'autres forces nous poussent dans tout un tas d'autres directions, parfois contraires, parfois différentes, parfois complètement opposées. Nous n'avons pas de cap. Nous sommes ballottés selon les courants et les vents, simplement en essayant de nous justifier nous-mêmes que nous maintenons de manière illusoire une certaine forme d'unité et de continuité. C'est ça la fixation dans l'énéagramme. Il n'y a pas vraiment de fixation, rien n'est fixe. C'est plutôt une compulsion qui dure et qui l'emporte sur les autres. Il va conclure avec la question du travail sur nous-mêmes, à savoir, que pouvons-nous vraiment faire dans cette situation? Par exemple, une porte de sortie consiste à trouver les fonctions sur lesquelles nous avons un contrôle et d'augmenter ce contrôle. Nous avons un contrôle sur nos mouvements et beaucoup d'écoles démarrent ce travail par l'acquisition d'un maximum de maîtrise possible sur les mouvements. Mais cela est très compliqué, demande énormément de temps et la pratique d'exercices complexes. Dans les conditions de vie aujourd'hui, c'est très difficile, voire impossible. Par exemple, les mouvements de M. Gurdjieff, mais pour que ce soit efficace, il faudrait les pratiquer tous les jours, avec intensité. Nous possédons aussi un contrôle sur nos pensées. Et dans les conditions de vie aujourd'hui, peut-être que nous possédons même un plus grand contrôle sur nos pensées que sur notre corps. Et je cite, il dit « Il existe une méthode spéciale au moyen de laquelle nous pouvons travailler au développement de notre conscience, en employant l'instrument le mieux soumis à notre volonté, c'est-à-dire notre mental ou mieux notre centre intellectuel. » Fin de citation. Si nous n'avons, selon lui, aucun contrôle ni aucun pouvoir sur la conscience, il faut se rappeler qu'il existe plusieurs degrés de conscience. Donc il existe un moyen d'organiser notre centre de la pensée
de manière à produire la conscience. Et ça, c'est un point crucial. C'est peut-être la clé la plus importante. Par une forme d'imitation, si on donne à nos pensées, je cite, la direction qui serait la leur dans un moment de conscience, nous pouvons attirer la conscience. Fin de citation. Donc là où l'imagination peut être créatrice et non pas destructrice ou illusoire, nous maintenir dans l'illusion, c'est de faire comme si nous étions conscients et donc d'orienter nos pensées de la même manière qu'elles se comporteraient dans un moment de conscience de soi. Et ça peut produire la conscience. Ça attire la conscience. Si on se tente de s'observer soi-même au commencement, on se rend compte de 3 choses. La première, c'est que nous ne nous rappelons pas nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de nous au moment où nous nous observons, au moment où nous essayons de nous observer. Nous n'y arrivons pas. Deuxièmement, c'est que des flots incessants de pensées, d'images ou d'émotions traversent notre esprit et nous empêchent, ou en tout cas rend très très difficile notre observation. Et troisième point, dès qu'on cherche à s'observer, notre imagination se déclenche et nous nous rendons compte qu'elle nous empêche totalement l'observation réelle de nous-mêmes. Et nous comprenons alors qu'il nous faut lutter contre l'imagination. Et c'est une lutte incessante, dit-il, parce que l'imagination vient polluer tout ce que nous pouvons observer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous voir objectivement, puisque nous projetons tout un tas de choses, fruits de notre imagination, sur ce que nous observons. Donc il est important de lutter contre l'imagination pour entrer dans une véritable observation de nous-mêmes. Et je vous renvoie à l'énéagramme du point 7, les mensonges, les auto-mensonges, la fausse imagination. C'est probablement le plus pernicieux avec l'identification. Et la manière d'en sortir est indiquée aussi par le point 7, par ce qu'on appelle le travail sacré. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes, parce que si on comprend que tout ça est causé par le fait que nous sommes incapables de nous rappeler nous-mêmes, nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire. Tenter par tous les moyens de nous rappeler nous-mêmes. Et ça, je vous renvoie vers la vidéo précédente, la conclusion de la vidéo précédente, pour avoir un aperçu de ce dont il s'agit. Je ne fais que reprendre les mots de M. Gurdjieff, cités par Ouspensky dans son livre « Fragments d'un enseignement inconnu ». Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que si on s'attelle avec intensité à ce travail, nous allons constater très rapidement les premiers résultats. Mais cette pratique ne peut pas se maîtriser rapidement. Michel de Salzmann disait, et je suis complètement d'accord avec lui, parce que je m'étais dit exactement la même chose, que c'est comme la maîtrise d'un art, par exemple le piano. Il faut une vingtaine d'années pour apprendre à maîtriser le rappel de soi. C'est pourquoi on ne doit surtout pas attendre de résultats. Il faut pratiquer le rappel de soi pour le rappel de soi, et pas pour obtenir un fruit ou un résultat. Si les fruits se manifestent, si les résultats se manifestent, c'est un encouragement à continuer le rappel de soi, mais pas pour chercher ou s'accrocher à ces fruits. Même on peut abandonner ces fruits pour rester concentré sur l'essence de la pratique qui est le rappel de soi. Je fais un petit détour par cette planche qui est issue du bouddhisme, qui indique 9 grandes étapes dans le chemin vers l'éveil. Et je ferai probablement une vidéo dessus, ce n'est pas le sujet, mais à un moment donné, il y a un arbre avec des fruits. Cet arbre avec des fruits représente un piège, c'est-à-dire que l'aspirant pourrait s'arrêter ici pour savourer les fruits et ne pas aller jusqu'au bout du cheminement. Il y a aussi une autre planche dans le bouddhisme zen qu'on appelle le domptage de la vache, le dressage de la vache ou le dressage du bœuf. Je ferai une vidéo sur ces poèmes et ces planches qui sont très très intéressantes et qui ont des liens, en tout cas avec le travail sur la 4e voie. On va revenir à Ouspensky. Il dit, et je cite, « Nous ne pouvons devenir conscients à notre gré, au moment où nous le désirons, car nous n'avons aucun pouvoir sur nos états de conscience. Mais nous pouvons nous rappeler nous-mêmes à volonté pendant une courte durée. Et ceci parce que nous avons un certain contrôle sur nos pensées. » Fin de citation. Donc c'est là où on distingue le rappel de soi avec des minuscules et le rappel de soi avec des majuscules, ou rappel de soi et conscience de soi.
Le rappel de soi est un acte de volonté et d'attention. La conscience de soi est ce qui est parfois permis par cette pratique du rappel de soi. La pratique du rappel de soi est l'état de rappel de soi, l'état de conscience de soi. Parce que le rappel de soi est un art de l'attention qui appartient bien à la fonction intellectuelle. Tentant de nous rappeler nous-mêmes et voyant que nous en sommes incapables, cela permet l'émergence de moments de conscience. Nous prenons conscience que nous ne nous rappelons pas nous-mêmes. Et au moment précis où nous réalisons que nous sommes endormis, quelque part, un élément de conscience est apparu, sans quoi je n'aurais pas pu réaliser que je dormais. Comme dit M. Gurdjieff, une machine qui a conscience qu'elle est une machine n'est déjà plus vraiment une machine. C'est, nous dit Ouspensky, le point faible dans le mur de la mécanicité. Essayer de créer des moments de rappel de soi va permettre l'émergence de moments de conscience de soi, soit directement, simultanément à l'acte de rappel, soit de temps en temps, de manière spontanée, dans la journée. Ce sont force active, force passive. Force active, j'essaye de me rappeler moi-même, et puis je vois que je n'y arrive pas. Force passive, ça produit des moments où, par exemple, on m'a demandé de me rappeler moi-même dans telle ou telle circonstance de ma journée, et à la fin de la journée, je vois que cette circonstance s'est manifestée 50 fois, et qu'à aucun moment, je n'ai même pensé à me rappeler moi-même. Mais à ce moment-là, un élément de conscience émerge qui me fait réaliser, voir que j'étais endormi. Et à ce moment-là, je ne suis plus complètement endormi. Et progressivement, ces moments de rappel de soi et de conscience de soi se marient instantanément. Donc, on peut produire à volonté le rappel de soi et la conscience de soi. Donc, le travail commence par l'étude de soi, par le fait d'essayer de s'observer soi-même et de voir que nous ne pouvons pas nous observer parce que nous ne pouvons pas être présents à nous-mêmes pour nous observer, que la conscience nous échappe. Il n'y a pas d'observation véritable sans rappel de soi. Et donc, on finit par en déduire que notre seule tâche consiste à tenter, encore et encore, de nous rappeler nous-mêmes pour permettre progressivement l'émergence de la conscience. Enfin, il conclut par une ouverture vers l'alchimie interne qui est permise par le rappel de soi. Et je cite, « Plus tard, vous apprendrez que la pratique du rappel de soi, liée à l'observation de soi et à la lutte contre l'imagination, n'a pas seulement une portée psychologique, mais qu'elle modifie aussi la partie la plus subtile de notre métabolisme et produit dans notre organisme des effets chimiques définis, ou, faudrait-il dire, des effets alchimiques. Ainsi, aujourd'hui, sommes-nous passés de la psychologie à l'alchimie, c'est-à-dire à l'idée de la transformation des éléments grossiers en éléments subtils. » Fin de citation. C'est-à-dire la transformation, la transmutation du plomb en or. Donc le rappel de soi, nous le verrons dans la série C, dans mon ouvrage j'en parle, dans le livre Fragments il en parle. Le rappel de soi n'est pas seulement un travail psychologique, c'est un travail avant tout alchimique, qui permet cette cristallisation intérieure et ce développement concomitant de l'essence et de la conscience. Conscience qui est permise par la conciliation, la rencontre entre la personnalité et l'essence. Je prends conscience de moi-même. On dit que Dieu a créé le monde pour pouvoir prendre conscience de lui-même. Quelque part, on peut dire que nous avons créé une personnalité pour pouvoir prendre conscience de nous-mêmes. Et ce travail de développement de l'essence est un travail d'ordre alchimique, une alchimie interne. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, dans la prochaine vidéo sur la dernière conférence, la 5e, avant la conférence introductive. Donc il reste 2 conférences et au final une vidéo de résumé, de synthèse et d'ouverture sur ce livre de Piotr Demonovitch Ouspensky, L'homme et son évolution possible.